BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandour. Bonjour à tous, bienvenue dans BFM Crypto, le club. On est ensemble en direct jusqu'à 15h30. Trois spécialistes des cryptos et particulièrement de Bitcoin. Je fais attention, je regarde Alexandre Sachtenko à chaque fois que je parle sur ce plateau parce qu'il faut faire attention à ces mots. Donc Alexandre Sachtenko qui est avec nous, directeur de la stratégie chez Pemium. Jonathan Erskovici, également fondateur et président du Stakinsat. Vous allez bien, Jonathan? Très bien, très heureux. Et à distance, vous allez voir, c'est très chic. On est en direct depuis Buenos Aires avec Raphaël Bloch, cofondateur de The Big Whale, avec nous par FaceTime. Vous réagissez sur notre adresse BFM Crypto, le club. L'adresse précisément, c'est crypto@bfmbusiness.fr. Vous nous posez vos questions aussi parce que demain, on y répondra en direct. Dans cette émission, on va parler d'Argentine, de réserves stratégiques, de politique des marchés. Également, il y a plein de choses à dire. Allez, BFM Crypto, le club, c'est parti. Et il est loin, très loin, Raphaël Bloch. Bonjour Raphaël, vous êtes à Buenos Aires depuis l'Argentine. Vous êtes passé par les États-Unis. Vous faites un petit tour du Bitcoin concrètement. Qu'est-ce que vous faites en Argentine, Raphaël Bloch? Bonjour Sandra, oui effectivement, alors j'ai passé là il y a 10 jours, j'étais à Denver, donc pour Denver qui est une des grosses conférences de la communauté crypto et donc maintenant voilà, je suis à Buenos Aires pour une raison simple, c'est que comme vous le savez, voilà, en Argentine il y a une politique plutôt pro-crypto et la communauté à Buenos Aires s'est organisée pour eh bien, planifier un mois entier de conférences. Donc à Buenos Aires, ça a démarré il y a maintenant 10 jours, donc fin février, ça dure jusqu'à la fin du mois. Et l'objectif, c'est de réunir donc les entreprises, notamment les startups argentines, avec les plus grands groupes, notamment les exchanges. Donc je pense à des Bello ou Lemon, qui sont des entreprises donc un peu plus importantes en Argentine. Donc voilà, il y a les startups d'un côté, il y a aussi les investisseurs qui sont présents à Buenos Aires, donc au sein d'un hub. Nous, on est présents. Je suis pas tout seul. Je suis venu avec Hugo de The Big Whale. Donc, on est deux. On rencontre des entreprises. On voit ces investisseurs. Puis, il y a également des politiques qui viennent. Et vraiment, l'objectif pour eux, c'est de réussir à faire parler toutes ces parties. Et ils ont baptisé donc ce mois en Argentine Crecimiento, qui veut dire croissance, parce que voilà, l'Argentine a des gros besoins sur les sujets financiers et ils pensent que la crypto peut être cette pierre qui va venir eh bien, contrebalancer l'absence de banques, l'absence d'acteurs du paiement dans un pays qui en a tant besoin. Ouais, il y a un vrai problème d'inflation, effectivement. C'est intéressant cette volonté sérieuse de parler de ce sujet en Argentine parce qu'on ne vous cache pas qu'il y a quelques jours, on était quand même un peu resté sur le scandale Libra qui a touché le président. On en est où de ça ? Alors effectivement, ça a été un scandale mondial, on en a parlé partout, pas qu'en Amérique du Sud, évidemment en Europe, en Asie et aux États-Unis. Eh bien, il y a une enquête qui a été ouverte, donc le scandale a éclaté il y a un mois. Pour ceux qui n'auraient pas tout suivi, c'est effectivement donc, le président Milei qui a promu sur le compte, sur son compte X, donc un meme coin sur Solana qui s'est avéré être une arnaque. Donc beaucoup de gens ont perdu de l'argent, on parle de dizaines de milliers de victimes. Et c'est vrai que de par sa position donc, de président et aussi par l'impact qu'a eu eh bien, cette affaire, une enquête a été ouverte et le procureur donc, général de Buenos Aires a annoncé donc, l'ouverture d'une enquête il y a maintenant quelques jours. L'objectif, c'est de savoir eh bien, pourquoi le président a fait la promotion de ce projet, quels ont été peut-être les gens impliqués, proches du président et dans le cercle un peu plus lointain donc dans ce projet. Et évidemment, ça a eu un impact très néfaste à la fois internationale et aussi localement. Et c'est vrai que quand on voit qu'aujourd'hui, toute la communauté est réunie à Buenos Aires, c'est vrai que beaucoup regrettent qu'il y ait eu cet incident parce que le paradoxe, c'est qu'en Argentine, on parle très peu de tout ce qui est meme coin et on va dire projet annexe. En fait, les gens sont très focalisés sur des besoins concrets parce que contrairement à ce que nous avons en Europe et dans d'autres pays, je pense aux États-Unis ou par exemple Japon, Singapour, c'est très compliqué d'accéder aux banques, d'accéder au système bancaire, de faire des paiements facilement, de protéger son épargne de l'inflation, même si elle a relativement bien baissé. Et donc c'est vrai que les gens sont focalisés sur voilà, ce qu'on peut faire d'utile avec les cryptos. Et donc il y a ce décalage énorme entre ce que vous voyez sur le terrain avec des entrepreneurs de la crypto et les gens qui utilisent les cryptos, et effectivement ce scandale qui touchait un projet qui était objectivement bidon. Bon, alors évidemment, on met cette affaire de côté, vous l'avez dit, mais du coup, quelles sont les tendances qui se dessinent aujourd'hui en Argentine sur ce domaine de la crypto et sur le Bitcoin ?
Oui, alors aujourd'hui, vous allez avoir en fait deux grands types d'acteurs en Argentine. Vous allez avoir d'un côté finalement les plateformes, et ça, bon, on les connaît bien, et on a deux représentants sur le plateau avec Alexandre et Jonathan, d'acteurs qui vous permettent alors d'acheter des crypto-monnaies. Alors évidemment, StackingSat est spécialisé sur le Bitcoin et Premium, c'est récemment ouvert, mais globalement, vous avez soit donc des brokers et des exchanges donc, qui vous permettent d'acheter et de vendre des crypto-monnaies. Ce qui est intéressant quand même, c'est que les Argentins sont très portés sur le Bitcoin, l'Ether et les stablecoins dollars. Pourquoi? Parce qu'ils ont donc des gros besoins de protection de leur épargne. Ils veulent accéder au dollar et vu qu'ils ne peuvent pas accéder au dollar papier, sauf sur le marché noir, marché bleu, eh bien ils passent par les crypto-monnaies et notamment par les stablecoins ou le Bitcoin pour protéger leur épargne. Et puis vous allez avoir d'énormes besoins et de très belles entreprises sur tout ce qui est stablecoin, paiement, donc à la fois paiement des salaires en Argentine, mais aussi paiement cross-border. Et là-dessus, il y a des acteurs comme Bello ou DePay qui sont des sociétés qui utilisent en fait les infra blockchain pour réduire les coûts, faciliter l'accès et avoir des paiements 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est intéressant ce tour du monde que vous faites un petit peu parce que ça montre les différents besoins des pays. Raphaël Bloch, donc là vous êtes en Argentine. Ça vous inspire quoi, Jonathan, ce qui est en train de se développer là-bas? Alors pour moi, c'est effectivement probablement prémonitoire de ce qui risque de se passer dans le monde entier, où je pense que d'ici 10 ou 20 ans, il n'y aura plus que du Bitcoin et des stablecoins, tout simplement parce que les autres cryptos auront démontré leur inutilité. Et que pour moi, pour survivre dans cet écosystème, le maître mot, c'est l'utilité. Et évidemment, l'utilité du Bitcoin n'est plus à démontrer en tant que réserve de valeur. Et l'utilité des stablecoins, justement, va de plus en plus augmenter avec justement ces systèmes où malheureusement certains pays ont des difficultés justement avec l'inflation. Et les stablecoins rentrent vraiment dans une utilité du quotidien, à la fois pour les particuliers et les entreprises. C'est pas Alexandre qui va vous contredire. Non, ce qu'on constate après, c'est des cas d'usage différents. Je pense que les stablecoins aujourd'hui, ils ont une utilité, alors en dehors d'Argentine, notamment pour les entreprises et tout ce qui est paiements internationaux de grands montants. Mais disons qu'on ne garde pas un stablecoin pour sa partie réserve de valeur, parce qu'en fait, en règle générale, si on peut s'exposer au dollar par une autre façon, on le fait. Et le dollar n'est pas réputé pour être la meilleure réserve de valeur du monde. On s'y expose à défaut de mieux. Pour le Bitcoin, effectivement, la partie réserve de valeur, Jonathan en a très bien parlé. Maintenant, ça fait 15 ans, je pense qu'on peut considérer que ça fonctionne sur cet aspect-là et que c'est vers là que, probablement pareil, d'ici effectivement plusieurs dizaines d'années, la thèse d'investissement, ou la thèse d'épargne plutôt, maximale sur Bitcoin, c'est qu'il va attirer vers lui tout le capital qui allait se loger sur d'autres actifs par dépit. Je regardais l'autre jour, mais effectivement, si on prend tous les actifs au niveau mondial, on est entre 700 et 800 trillions de dollars, donc 800 000 milliards de dollars. Et en fait, il y en a une bonne moitié de cette valorisation qui ne vient pas de l'utilité de ces actifs. C'est-à-dire le nombre de gens qui achètent de l'immobilier pour se loger est en fait réduit. De plus en plus, on achète pour se protéger. Pareil pour les actions. Je ne sais pas quand est-ce que c'est la dernière fois que les GAFAM ont distribué un dividende, mais ce n'était pas récemment. On l'achète parce qu'on protège son épargne, parce que la monnaie ne remplit plus sa fonction originelle, à savoir transporter l'épargne dans le temps. Donc si Bitcoin prouve qu'il peut servir de véhicule de préservation d'épargne, en fait, on va vers une aspiration de quasiment la moitié de ce capital vers le meilleur véhicule qui est Bitcoin pour ça. Et pour ça, il est intéressant d'observer ce qui se passe un peu partout. Évidemment, Raphaël, vous intervenez quand vous voulez depuis Buenos Aires. Jonathan, on en a peu parlé ces derniers jours, mais il s'est quand même passé, notamment vendredi, une réunion à la Maison-Blanche qui a un petit peu dessiné les contours de cette fameuse réserve, les contours de cette réserve stratégique de crypto, parce qu'au départ, ça devait être une réserve de Bitcoin. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors ça, c'est effectivement le fantasme de tous les bitcoiners qui, la semaine dernière, s'est enfin réalisé. Effectivement, les États-Unis ont déclaré à travers donc, ce décret de Donald Trump une réserve stratégique en Bitcoin. Alors effectivement, vous avez raison Sandra de dire qu'il y a eu une information, on va dire, un peu chaotique au départ. Déception, non même, peut-être. Voilà. Alors, déception, non, parce que finalement, on arrive, pour moi, à quelque chose de proche de ce qu'il faudrait faire, dans le sens où Donald Trump a bien distingué cette réserve stratégique à travers, d'ailleurs, son conseiller Sachs, qui, justement, est responsable à la fois
du secteur crypto et intelligence artificielle. Et effectivement, ils ont déclaré tous les deux que Bitcoin était bien traité à part, sous forme de réserve stratégique, un petit peu le Fort Knox numérique, parce que c'est un petit peu ce qu'on dit du Bitcoin, que c'est de l'or numérique. Et effectivement, à côté, ils ont créé un stockpile de crypto. Bon, là, effectivement, je ne me prononcerai pas sur l'utilité et l'intérêt de ce choix, mais effectivement, ce qu'on peut retenir, et pour moi, en tant que Bitcoiner, c'est quand même une extraordinaire nouvelle. La première puissance au monde a déclaré Bitcoin comme réserve stratégique, et c'est ça que je préfère retenir. C'est intéressant. Raphaël, je vous donne la parole dans une petite minute, mais il y a quand même une réaction des marchés. Alors, effectivement, on pourrait se dire « sell the news », dans le sens où ça, c'est un classique des marchés financiers, où là, il n'y a pas eu d'informations nouvelles, sachant que le marché attendait justement plutôt une logique d'achat. Là, en l'occurrence, ce qui a été annoncé, c'est tout simplement la transformation des bitcoins qui ont été saisis par la justice. Et au départ, c'est ce qui avait été dit, c'était ça qui était prévu. C'est pour ça que finalement, il n'y a pas eu d'informations nouvelles. Donc, qu'est-ce que le marché a dit ? Tout simplement, on vend la nouvelle, et c'est ce qui s'est passé. Raphaël, vous vouliez réagir ? Oui. En fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'évidemment, à Buenos Aires, ce que les États-Unis et Trump ont fait est suivi de très près, parce que le peso étant une monnaie particulièrement instable, et comme vous le savez, Milei essaie de trouver une solution pour pallier ce problème, notamment peut-être en indexant le peso sur le dollar. Forcément, les Argentins regardent ce que font les États-Unis avec le Bitcoin, parce que ce qui serait envisageable, mais tout à l'heure, Jonathan et Alexandre l'ont évoqué, c'est que potentiellement, pour avoir des États qui, n'ayant pas de monnaie nationale stable, en fait, jump par-dessus et se disent on va peut-être se servir du Bitcoin comme un étalon, et on va nous-mêmes indexer une sorte de stablecoin national ou de monnaie nationale sur ce Bitcoin. Donc c'est ça aussi qui est très intéressant, c'est qu'on n'a pas les mêmes débats si on est dans un pays comme les États-Unis ou l'Europe où on a l'euro ou le dollar, ou si on est justement dans des États où on n'a pas cette monnaie nationale, alors qui est plus ou moins stable, et je rejoins Alexandre là-dessus, et où on se dit peut-être qu'en fait on n'y arrivera jamais et qu'on va passer directement à la case Bitcoin. Pas les mêmes attentes, pas les mêmes enjeux, ça c'est vrai. Je regarde les cours, je sais que vous n'aimez pas que je dise que ça dévisse. Et ça a dévissé, Alexandre. Là, on est à 92 510 $. On est descendu à 74. Pardon, j'utilise le terme. Excusez-moi. Effondrement, ça dévisse. Scandale. Sell everything. Non, oui, il y a une partie de sell the news, donc de vendre la nouvelle. Je pense que ça doit pas... alors, il y a deux sujets. Ça doit, pas effacer le fait que Trump a quasiment sabordé sa propre annonce en faisant n'importe quoi depuis 3 mois. On a perdu tous les gains depuis son élection. Même au-delà des gains, c'est-à-dire que dans le scénario fictif, Trump est élu et la semaine d'après ou 10 jours après, il dit Executive Order, je fais une réserve stratégique nationale avec strictement le même contenu que vendredi dernier. Je pense que là, il y avait un emballement sur le cours, un emballement dans le momentum, dans la dynamique, sur en fait, c'était pas une promesse en l'air, il le fait vraiment. Mais c'est pas ça qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait n'importe quoi. On donne des coins à mes amis, je fais un même coin, je fais une réserve. En fait, c'est pas vraiment une réserve. Pardon, j'ai oublié Bitcoin, excusez-moi. Et en fait, du coup, quand il annonce le vrai truc, quasiment plus personne soit n'y croit, soit n'y accorde d'importance, parce qu'en fait, ça se trouve, dans 3 jours, il va dire je me suis trompé, en fait, je vais mettre de l'Ether, et puis je vais mettre autre chose, et puis XRP, c'est quand même des gens sympathiques, et donc, en fait, on ne sait plus où donner de la tête, donc il a sabordé sa propre annonce, et ça ne doit pas faire oublier que, effectivement, la partie réserve de crypto, non seulement n'a pas d'intérêt, mais est dangereuse, ça ressemble très fort à de la corruption. Maintenant, là où je rejoins quand même Jonathan, c'est que même si les bitcoiners ne sont pas d'accord, il y en a plein pour lesquels, non, il ne faut pas que l'État fasse une réserve, ce n'est pas son rôle, s'il a de l'impôt en trop à mettre dans une réserve de Bitcoin, qu'il le rende aux gens, en fait, cet impôt, pour qu'eux-mêmes stackent des Bitcoins. Mais par contre, voilà, si dans le fond il y a débat, dans la forme, le symbole est majeur, est puissant, le signal qui est envoyé est, je pense, monumental, parce que là, on n'a plus le Salvador, let's be serious, regardez ce petit pays. Non, on a la première puissance mondiale qui est en train de dire que c'est un actif stratégique. Ouais, c'est intéressant. Néanmoins, il y a quand même une idée sur la communication de ces présidents, on classe dans les présidents populistes, Donald Trump, Javier Milei. Est-ce que leur communication, totalement déroutante, Raphaël, va faire perdre plus que faire gagner au secteur? On va voir comment ça va se développer dans les années qui viennent, des projets qui se mettent en place en France, tout ça, mais... C'est un peu déroutant ce qu'on entend de la part de ces présidents, et c'est un peu contre-productif.
Oui, totalement. Et c'est vrai que là-dessus, ce qui est compliqué, c'est finalement de voir un sujet qui devient, comment dire, majeur et public, parce qu'effectivement, ce sont des présidents qui en parlent, mais qui ont une manière de le faire qui effectivement brouille totalement le message. Et effectivement, je rejoins ce qu'a dit Alexandre, c'est-à-dire que ça aurait pu être très simple dans ce que Trump annonçait, et finalement, on s'est lancé dans 2 mois totalement chaotiques, où à la fin, seuls les gens qui s'intéressent à ce sujet, et évidemment, il y a de plus en plus de personnes, mais ça reste encore une infime minorité, eh bien, est capable de comprendre et de décoder la séquence. C'est exactement ce qui s'est passé avec Milley, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui est un spécialiste, enfin qui est un économiste, spécialiste entre autres des monnaies, et qui va finalement, au lieu d'avoir un discours assez clair sur sa politique, et je ne parle même pas de ce qu'il a fait avec le peso, notamment le dévaluant pour lutter contre l'inflation, qui va finalement faire sa première sortie publique sur les sujets crypto en faisant la promotion d'un meme coin. Donc c'est vrai que voilà, on est dans un mélange des genres très particulier qui confine à la corruption, et en plus vous avez effectivement des sujets qui se mélangent, et c'est suffisamment compliqué pour tout le monde pour qu'on n'ajoute pas de la complexité à la complexité. Ouais, c'est ça, exactement. Et oui, Alexandre. Deux mots, juste pour confirmer, c'est que hier je parlais avec Voilà, allez-y, parlez. Pardon. Je disais, hier, je parlais avec de nombreux entrepreneurs et startups françaises qui opèrent aux États-Unis, puisque malheureusement, c'est là que se passe le business. Donc, pour celles qui veulent survivre, en règle générale, elles font leur business aux États-Unis. Ils sont assez alignés sur le fait qu'ils ne sont pas contents de ce qui se passe, parce que eux, là, leur dynamique, contrairement à la France, où ça fait des années que, en gros, on sort le champagne parce qu'il y a une annonce que peut-être dans 2 ans, il y aura une filiale de je sais pas quelle banque qui fera un truc. Là-bas, ils sont dessus, ils font du business, et en règle générale, les 3/4 de leur business, c'est avec des asset managers américains, les banques y vont toutes, etc., etc. Et là, ils disent, franchement, là, depuis 2 mois, on nous a ramenés dans l'enfance, on nous reprend pour des débiles, on nous reprend pour des gens rigolos. Et donc, ils ne sont pas contents du tout de ce qui se passe, effectivement. Oui, un risque réputationnel des cryptos et du Bitcoin. Mais on va quand même se pencher un petit peu sur la France. Vous avez fait une petite rencontre cette semaine, messieurs, Alexandre. Vous avez rencontré plusieurs rencontres. Je parle notamment de celle avec François Hollande. Et ça, c'est intéressant parce que justement, on parle de politique qui commence à toucher à ce sujet-là. Ça veut dire quelque chose ? Oui, ça veut dire beaucoup de choses. Alors, dans la forme du rendez-vous, où on était avec Jonathan, finalement, bon, c'est un rendez-vous, le président de la République a posé des questions sur c'est quoi Bitcoin, en fait. C'était plus pourquoi c'est un enjeu géopolitique, pourquoi est-ce que les banques n'y vont pas, quels sont vos problèmes. On n'a pas parlé qu'à 99% de Bitcoin, le reste a été évoqué dans une petite phrase au détour en mode bon, by the way, c'est là, quoi. Donc dans le fond de ce qui s'est raconté, c'est déjà intéressant parce que on voit que le sujet converge. Comme disait Jonathan, dans 10 ans, 15 ans, les mêmes coins et autres trucs comme ça, bon, a priori, ce sera plus le sujet. Ce qui est très intéressant en revanche, c'est plus pour moi, c'est l'environnement. C'est-à-dire que François Hollande accepte de se positionner publiquement, pas forcément en disant quelque chose, mais ne serait-ce qu'en se montrant avec des acteurs de l'écosystème, ce qui était loin d'être envisageable il y a encore quelques mois, puisque, on le rappelle, Bitcoin, terrorisme, blanchiment, extrême droite, masculinisme, tout ce que vous voulez, mettez le bingo. Là, ça veut dire que les gens de gauche vont pouvoir être re-responsabilisés par rapport à ce sujet-là. Ils vont pouvoir être désostracisés parce qu'on connaît tous, entre guillemets, des gens de gauche qui sont dans le Bitcoin et qui, en fait, osaient même plus en parler auprès de leur entourage parce qu'ils n'avaient pas envie d'être carrément exclus socialement de leurs différents groupes. Donc là, au moins, ça veut dire que le débat s'ouvre et qu'on n'est plus que sur des partis de droite. La gauche peut s'en emparer. Regardez, une personne, et pas des moindres, François Hollande, s'expose sur le sujet. Et donc ça, c'est très intéressant. C'est intéressant parce qu'il y a encore quelques mois, c'était Sarah Knafo qui s'était vraiment saisie de ce sujet. Il fallait, nous aussi, avoir une réserve de Bitcoin. Il fallait miser sur cette crypto-monnaie. Ça veut dire que brique après brique, entre les investisseurs, les entreprises, aujourd'hui les politiques, on commence à y arriver. Il y a un écosystème solide qui se forme, Jonathan. Oui. Alors moi, j'aimerais quand même rajouter quelque chose par rapport à ce que vient de dire Alexandre, c'est que Bitcoin quand même est censé être apolitique. Alors après, effectivement, il y a un certain nombre de récupérations politiques et le but pour des acteurs comme Alexandre ou moi, c'est essayer de faire en sorte que justement cette neutralité du Bitcoin, en fait, revienne finalement au centre du débat. Mais est-ce possible ? Alors est-ce possible ? Je l'espère. Peut-être c'est ma naïveté de Bitcoiner qui y croit encore. Et c'était aussi le jeu
d'un lobbying qu'on a fait quand même depuis plusieurs années, notamment à travers Surfing Bitcoin, parce que je tiens à remercier aussi publiquement Jean-Marie Cambacérès, ancien député PS, avec qui on discute depuis très longtemps, qui est invité à Surfing Bitcoin, à qui justement on a justement essayé d'inculquer justement l'intérêt du Bitcoin versus les cryptos et le Web3. Ça a d'ailleurs été un point très important de cette réunion avec François Hollande, de bien s'intéresser à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est bien Bitcoin avec son enjeu géopolitique, géostratégique et aussi souverainiste et industriel. Ça a été abordé justement aussi à travers cette réunion, c'est le potentiel du minage pour la France et la récupération des énergies qui sont non utilisées par EDF. Et on a, alors je ne sais même plus les chiffres, mais des mégawatts qui ne sont pas une quantité de mégawatts. Et je pense qu'Alexandre par an. est meilleur que moi là-dessus, mais on a une quantité astronomique de mégawatts qui ne sont pas utilisés et qui pourraient être utilisés pour miner du Bitcoin. Et ça a été en fait les messages qu'on a voulu transmettre à François Hollande, qui nous a entendus. Donc après, je ne sais pas comment ça va se matérialiser, même si je vais formuler une invitation à Surfing Bitcoin qui aura lieu le 26 avril prochain. À Bordeaux. J'espère, à Bordeaux, merci. J'espère qu'il va accepter cette invitation et qu'il viendra prendre la parole publiquement, parce que comme l'a dit Alex, là on était plus dans une phase où il voulait se montrer avec des acteurs de l'écosystème, mais n'a pas encore pris la parole sur le sujet. Et on a hâte qu'un ancien président de la République puisse s'exprimer sur Bitcoin et ses enjeux géopolitiques et industriels. Raphaël Bloch. Oui, alors juste très rapidement, pour le coup, je ne serais pas du tout d'accord avec Jonathan sur la dimension apolitique de Bitcoin. Je pense que Bitcoin est politique et c'est une très bonne chose. En fait, la question est de savoir ce qu'on en fait. Et voilà, Bitcoin permet de se diriger vers telle ou telle société. Et voilà, tant mieux, le débat doit exister. Ce que je voulais aussi juste mentionner, c'est que en Europe notamment, on pâtit de quelque chose qui est tout simplement le fait que, vu que les crypto-monnaies au sens large, notamment Bitcoin, est davantage vu comme un investissement, il y a une polarisation un peu facile puisque c'est de l'investissement et donc de la spéculation, qui n'est pas une mauvaise chose, c'est forcément de droite. Et donc vous avez effectivement toute une partie de la gauche qui refuse de s'y intéresser, alors que par exemple quand vous êtes en Asie du Sud-Est, en Afrique ou en Amérique du Sud, où ça répond à des besoins très concrets, protection de l'épargne, paiement, accès à la finance. Vous avez en fait la gauche qui est très intéressée par Bitcoin, qui regarde ce qui se passe et qui se dit qu'effectivement c'est un moyen de contrebalancer un système financier qui est perçu et qui, au-delà de la perception, et même fondamentalement certains aspects inégalitaires. C'est pour ça que c'est plus intéressant d'écouter les acteurs économiques qui travaillent sur les cryptos et sur Bitcoin. Concrètement, Alexandre, il ne nous reste pas très longtemps. Est-ce que ça a débouché sur des annonces, des perspectives ? Non, c'est comme le disait Jonathan, c'était surtout un meeting pour poser des questions, pour montrer qu'il s'intéresse au sujet, mais je pense en tout cas, j'attends pas une annonce dans la semaine, quoi. C'est d'autres partis qui ont fait des annonces dans la semaine. Vous m'avez parlé du lancement de l'Institut national de Bitcoin. Tout à fait. Ça va servir à quoi ? C'est pour qui ? Alors c'est pour tout le monde. Non, on vise à combler un manque. Donc l'Institut national Bitcoin a été lancé lundi. Le manque, c'est que justement, on est actuellement dans un momentum. Je pense qu'on le constate en discutant sur ce plateau depuis un certain temps maintenant. Il y a cette distinction Bitcoin-crypto qui est en train de se faire. Il y a le momentum politique avec des élections de personnalités influentes qui ont un propos sur le sujet, qui font des réserves stratégiques nationales, etc., etc. Et en France, ce que je constate, c'est qu'on est toujours bloqué, en tout cas dans une certaine mesure, sur un certain nombre de discours sur l'innovation, le Web3, les cryptos, mais en fait dans un gloubi-boulga de choses qui ne veulent pas dire grand-chose. Loin de moi l'idée de dire que tout ça n'est pas intéressant, parce que on parlait des stablecoins, c'est pas du Bitcoin, ça reste intéressant. Il y a d'autres projets qui sont intéressants, mais là où je rejoindrai Raphaël, c'est que pour moi, Bitcoin est politique et le reste est financier. Bitcoin est politique, mais il est neutre. Et être neutre, c'est déjà être politique pour un certain nombre de gens qui n'aiment pas la neutralité. Donc, mais c'est quand même politique. Mais donc ça veut dire que sur Bitcoin, on peut raconter quelque chose de politique et surtout, c'est un levier pour la France et les Français sur la souveraineté industrielle, sur la souveraineté monétaire, la souveraineté énergétique. On peut faire plein de choses dessus. Et donc l'objectif, c'est de à la fois produire des notes, des réflexions, de l'éducation pour le débat public, l'éclairer et le personnel politique également. Très belle transition. L'éducation, ce sera l'objet de Surfing Bitcoin. On a 1 minute pour en parler. On rappelle, 26 avril
à Bordeaux et tout le monde peut s'inscrire, Jonathan. Et ça va être justement ça va être de former un peu au Bitcoin cette session-là. C'est ça, c'est que depuis 1 an, on a quand même un renouvellement de la clientèle, en tout cas des gens qui s'intéressent au Bitcoin. Donc il était important pour la plus grande conférence Bitcoin en France, Surfing Bitcoin, finalement de reprendre son rôle d'éducation, de pédagogie sur la base de la finance, sur la création monétaire, sur le système bancaire, sur c'est quoi une transaction financière, pour montrer justement toutes ces inefficiences, arriver à la création de Bitcoin et ensuite à tous ses usages, notamment en tant que réserve de valeur, en tant que moyen de paiement. Et c'est pour ça qu'on organise du coup la 6e édition de Surfing Bitcoin le 26 avril à Bordeaux. Donc c'est 20 €. Très accessible pour tout le monde sur le site surfingbitcoin.com. Payable en Bitcoin. Payable en Bitcoin, évidemment aussi, si vous le souhaitez. Évidemment, si vous voulez tout savoir sur le Bitcoin, c'est ce jour-là que ça se passe à Bordeaux. Merci à tous les 3 messieurs, c'était passionnant, c'était trop court. Évidemment, je le savais à l'avance. Raphaël Bloch, cofondateur The Big Whale, qui était avec nous depuis Buenos Aires. Alexandre Sachenko, directeur de la stratégie chez Pemium. Et Jonathan Herscovici, fondateur et président de Stackinsat, créateur aussi de Surfing Bitcoin. Merci à tous les 3 et à très bientôt. Je vous laisse entre les mains de Vincent Touraine, c'est BFM Bourse. BFM Business, BFM Crypto, le club.